Le Grand Matin Sud Radio. Merci d'écouter le Grand Matin Sud Radio. 7h44, invité du petit déjeuner politique, c'est le député La France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Vous êtes en vacances ? Pas encore, non. Pas encore ? C'est quasiment, puisque c'était la fin de la session parlementaire. François de Rugy, alors il a choisi... C'était la fin de la session ordinaire, mais il y en a une extraordinaire qui commence jusqu'au 5 août. Ah, c'est vrai, avec Emmanuel Macron à Versailles, on va en reparler dans un instant probablement. François de Rugy avait choisi 16h hier pour faire son discours, alors qu'il y avait un match de l'équipe de France de football. Bizarre, non ? Écoutez, c'était le moment pour lui de faire son discours de fin de session ordinaire. Alors il s'est trouvé qu'effectivement le groupe d'amitié France-Danemark se réunissait au même moment. Mais bon, au-delà du fait que l'horaire était en même temps que le match de foot, bon, nous n'avons pas participé, en tout cas nous n'avons pas été présents dans l'hémicycle au moment de cette allocution. Parce que voilà, y compris les méthodes et la manière qu'a François de Rugy parfois, tantôt de défendre les députés dans leurs fonctions, tantôt d'aller dans le sens du gouvernement, qui globalement fait de cette assemblée une sorte de chambre d'enregistrement des désirata du président, nous a semblé peu approprié. Bon voilà, c'était une manière aussi de signifier une forme de désaccord avec la manière avec laquelle il pratique son rôle de président de l'Assemblée nationale. Quel était le plus ennuyeux hier, le plus ennuyeux, François de Rugy ou le match de l'équipe de France ? Bonne question. Alors moi, je n'ai pas suivi l'intégralité du match, mais on m'a dit à la fin qu'il avait été effectivement particulièrement ennuyeux, même si le résultat est pas si négatif pour nous. Mais on peut se poser la question. C'est vrai qu'entre le match de foot ou le discours de Rugy, quel était le plus poussif des deux ? Je ne sais pas. Oui. Alors vous êtes jeune, vous n'avez pas fait votre service ? Non. Que pensez-vous de l'idée du service universel ? 1 mois pour les jeunes de 16 à 18 ans, il va être présenté aujourd'hui. Je pense qu'il y a une bonne idée à la base, mais que les contours qu'est en train de prendre cette idée avec ce qu'en fait le gouvernement est clairement inconséquent. C'est-à-dire qu'on parle là de 4 semaines, donc quelque chose de très court avec des moyens extrêmement limités, un petit milliard de budget. On voit mal, y compris l'objectif, la visée et les méthodes d'encadrement. Nous, lors de la campagne présidentielle, avec le programme de la France Insoumise, l'Avenir en commun, nous avons fait la proposition que nous portons toujours d'un service citoyen. Je rassure tout le monde, c'est pas le retour du service militaire. Il ne s'agit pas de casernement, mais il s'agit d'un service que les jeunes feraient entre 18 et 25 ans pour une durée de 9 mois et qui serait rémunéré, on avait dit rémunéré au SMIC, et qui permettrait notamment de faire un bilan sur le niveau en français, en maths, de passer pourquoi pas le permis de conduire et également des examens médicaux et si possible effectivement une partie sur le maniement des armes avec droit à l'objection de conscience. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde avec une arme à feu dans les mains, mais clairement il y avait une logique de cohésion. Et là, vous trouvez que c'est pas très cohérent, quoi. Alors, il y a une grande consultation qui va être lancée, d'ailleurs. C'est pas encore complètement cadré. Il va y avoir une grande consultation. Ça ressemble un peu, c'est étonnant, à du bricolage à part d'Emmanuel Macron. Mais je suis d'accord avec ça. C'est du bricolage. Il faut y donner non seulement une visée, un horizon, et puis des moyens. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment très flou. On voit qu'a priori, l'idée, c'est d'asseoir une promesse de campagne sans clairement la modéliser avec un objectif précis. Donc, pour nous, c'est inconséquent, et nous renouvelons notre proposition par ailleurs de ce service citoyen. Oui, et vous participerez d'une manière ou d'une autre à cette consultation qui va être lancée. Ça, c'est une bonne idée. On participera aux discussions. Vous savez, la France Insoumise n'est pas une opposition de principe. Nous, on participe à toutes les discussions. On discute avec tout le monde. On porte nos propositions. Et ensuite, le débat démocratique à sa place. Mais nous ne fuyons pas la discussion. Oui. Adrien Quatennens, est-ce que vous aimez les milliardaires ? La question ne se pose pas en ces termes. Moi, je considère que l'accumulation... François Pinault, il est près de vous, finalement, de certaines idées. Vous l'avez entendu. François Pinault, insoumis, c'est ça que vous dites là, ce matin, qui a dit effectivement que Emmanuel Macron oubliait un peu les gens au bout du système. Non, il est finalement en accord avec 70% des Français qui, à l'heure où on se parle, considèrent et ils ont raison, que la politique d'Emmanuel Macron est injuste. Après, y compris dans la manière de parler. Enfin, quand on parle des petites gens, ça signe aussi depuis quel point de vue on se positionne. Bon, en l'occurrence, la politique d'Emmanuel Macron est injuste. Clairement, les Français le pensent et ils ont raison. On a une accumulation, une succession de cadeaux faits aux plus riches sans contrepartie, ce qui n'a aucun effet sur l'économie. Ça se fait même plutôt, on le voit, à mesure que les chiffres paraissent au détriment de l'investissement. Ça se fait au détriment des salaires, tant et si bien qu'à cette heure, vous avez une activité qui est atone, un pouvoir d'achat qui est en baisse, un chômage qui augmente. Il n'y a pas de débouché. Finalement, cette hyperaccumulation participe de la difficulté économique du pays. Ça ruine nos capacités. Oui, et pour l'instant, c'est vrai que les minima sociaux ne sont pas toujours efficaces. Il a raison, peut-être, Emmanuel Macron, de revoir ça, puisqu'il va présenter les grandes lignes de son plan contre la pauvreté dans les jours qui viennent. Alors, sur ce point-là, il faut être très clair. D'abord, dire que
on peut aller toujours plus loin dans le partage des richesses et il y aurait beaucoup à faire aujourd'hui dans ce pays. Par contre, sur l'efficacité des aides sociales, voyons quand même, parce que c'est facile de dire comme ça un pognon de dingue. Moi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit pognon de dingue, curatif, on déresponsabilise. Pour les plus riches, comme je viens de le dire. En revanche, sur les aides sociales aujourd'hui, elles produisent cet effet en France que notre taux de pauvreté, et c'est encore insatisfaisant, je vous l'accorde, est de 14%. Sans la redistribution, les aides sociales, il serait beaucoup plus important, il serait de 23%. Vous avez cet effet qu'aujourd'hui, avant redistribution, les 10% des Français les plus riches gagnent 20 fois plus ce que gagnent les 10% les moins riches. Après redistribution, c'est-à-dire après le système social français, cet écart passe de 20 fois à 6 fois. Je suis d'accord, on peut aller encore beaucoup plus loin. Mais néanmoins, balayer d'un revers de main l'efficacité des aides sociales, ça n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il faut revoir alors sur les cotisations sociales et sur ces aides sociales ? Il faut partager les richesses. Clairement, personne ne dit, Emmanuel Macron ne peut pas prétendre que dans son opposition, qui que ce soit, même la France insoumise, dise que les aides sociales vont sortir les gens de la pauvreté. C'est pas la question. Ça vise à contenir une situation qui n'est pas satisfaisante. Économiquement, aujourd'hui, on a un vrai problème. C'est que l'activité, je le disais, est atone et ce n'est pas la flexibilité au droit du travail qui modifie cela, c'est les carnets de commandes et la flexibilité, c'est pas aller très loin. Pour l'instant, il n'y a pas eu de remise en cause des CDI en tant que tel. Non, mais justement, la loi travail, notamment du début de ce quinquennat, signe une facilitation des licenciements, un développement de l'emploi précaire. Emmanuel Macron prend les problèmes par le mauvais bout. Lui, il considère qu'on relance l'emploi dans ce pays en développant l'emploi précaire. Moi, je pense que ça passe par la nécessaire relance de l'activité, que celle-ci passe par un pouvoir d'achat augmenté et donc le partage des richesses. Voyez-vous, par exemple, ce débat sur le travail doit payer. Quand Bruno Le Maire dit encore ce week-end, nous voulons que le travail paye. Et donc, attention, l'habileté, quand même, il faut toujours passer le traducteur macronien, on va baisser, voire supprimer les cotisations assurance chômage et les cotisations maladie. C'est-à-dire qu'en fait, Bruno Le Maire vient de vous dire que pour augmenter votre salaire, il va diminuer votre salaire. Parce que les cotisations sociales font partie intégrante. C'est pour le système, quoi, l'ensemble du système. En économie, on vous apprend qu'on ne parle pas de charges pour la raison que les cotisations sociales sont une part de votre salaire. C'est le salaire socialisé. Ce que vous ne payez pas en cotisation sociale, et donc le petit gain que vous aurez sur le salaire net, vous le paierez par ailleurs. Donc on a une politique finalement qui ne prend pas les problèmes par le bon bout. Pour la relance de l'activité, il faut notamment un vrai plan d'investissement, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et il nous faut, je pense, travailler moins pour travailler mieux et tous. La dernière fois qu'on a créé des emplois de manière significative dans ce pays, c'est quand on a partagé le temps de travail. Aujourd'hui, la situation dans le pays, je demande vraiment qu'on entende ça. C'est une situation de pénurie d'emplois. Vous avez en moyenne, statistiquement, un emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Si vous mettez tous les chômeurs dans une case vide, vous avez de toute façon encore une masse considérable de chômage. Donc on a mieux à faire que la flexibilisation et puis la redistribution aux plus riches. Ça n'est pas efficace. Burnout aussi, d'ailleurs, vous étiez sur une mission, on en reparlera peut-être. Question politique, Adrien Quatennens encore avec Michael Darmon et Christophe Bordet. Oui, dites-moi, Macron, touché par l'Esprit Saint, hier en rencontrant le pape François, la France va prendre sa part de migrants du bateau Lifeline qui a accosté finalement à Malte. Plusieurs membres de l'OFPRA sont partis sur place, a annoncé Emmanuel Macron. Vous avez envie de dire quoi ce matin ? Il était temps ? Il était temps, et sans doute est-ce encore insuffisant. D'abord, je me permets juste cette petite remarque. Moi, je n'ai pas de difficulté avec le fait qu'Emmanuel Macron discute avec le chef du Vatican. Par contre, j'ai une difficulté avec la raison pour laquelle il y allait, c'est-à-dire pour se voir remettre ce titre honorifique de chanoine de Latran. C'est pas le premier président qui l'accepte. C'est pas le premier, d'autres ne l'ont pas accepté. Et surtout, je considère aujourd'hui, dans un moment où nous avons plus que jamais besoin de renforcer notre socle républicain, que c'est une atteinte à la laïcité. Je veux dire, si on disait, alors c'est un titre honorifique, si on disait qu'Emmanuel Macron était, je sais pas moi, rabbin spécial ou imam de témoignage, bref, en gros ça poserait un problème. Et je pense que, nous l'avons dit encore hier dans l'hémicycle, le président de la République doit être le premier des laïcs, et le fait qu'il y aille pour se voir remettre ce titre est absolument inacceptable. Par ailleurs, sur la question migratoire, aujourd'hui, il faut bien voir que la situation n'est pas traitée rationnellement. Et moi j'appelle avant tout à ce qu'on traite les problèmes de façon rationnelle. Aujourd'hui, dans tout le débat sur les migrations, vous avez un angle mort, très important, qui est la question des causes. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi les gens partent. Pourquoi Macron dit qu'il faut aller aider justement ceux qui vivent sur place, en Libye, etc. En Tunisie, au Maroc. C'est la principale clé du problème que de traiter les causes. Elles sont multiples. On les connaît, il y a les conflits internationaux, les guerres, dans lesquelles je pense pour ma part que la France devrait retrouver une forme d'indépendance qui lui permettrait d'être une puissance médiatrice, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui, trop alignée sur les États-Unis. Vous avez les accords commerciaux inégaux, et ça il faut le dire, parce que la politique du libre-échange que développe Emmanuel Macron, c'est une politique qui bien souvent ruine les capacités des pays
à se développer, ce qui fait que vous poussez les gens à la sortie économiquement. Et ensuite, on a quand même la question du changement climatique qui, tenez-vous bien, va faire, si l'on ne l'endigue pas, que d'ici à 2050, ce ne sont pas 68 millions de personnes, qu'il y a mais des centaines de millions de l'Intérieur italien qui a finalement fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire interdit à des bateaux d'accoster en Italie pour qu'on prenne conscience de tout ça. Vous faites l'avocat du diable. Là, non. Non, clairement, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut faire les choses dans les deux sens. Il faut traiter les causes. Ça n'est pas fait. Et à l'échelle internationale, notamment avoir sous l'égide de l'ONU un organisme international qui puisse clairement analyser les flux et se répartir l'effort, il faut traiter les causes. Et quand les gens arrivent à nos portes, une fois qu'on a traité les causes aussi, ce qui n'est pas fait, nous avons un devoir d'humanité et nous pouvons organiser cela mieux. On voit que l'Union européenne est capable partout d'organiser sa vision libérale et d'imposer des budgets d'austérité, et elle ne serait pas capable de traiter la situation des migrants. Quand on a eu la crise syrienne, 160 000 personnes, l'Union européenne a été incapable d'avoir une clé de répartition. Oui. Ça n'est pas sérieux. Question politique encore avec Michaël Darmon, Adrien Quatennens. Alors on a commencé la session avec Corbière et Garrido. On la termine avec, au fond, des personnalités qui ont émergé, comme vous, Bernalicis et Ruffin. Est-ce que le dégagisme ne fonctionne pas au sein de la France insoumise ? Mais pour le coup, la France insoumise est née dans une situation où le dégagisme arrivait. Donc ces nouveaux acteurs, les nouveaux émetteurs, sont en train finalement de participer de cette vague-là. Vous voyez que globalement, il y a du renouvellement dans la classe politique. Mais chez vous aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la logique un peu, on dirait, celle qu'a mis en avant François Ruffin au moment de la fête à Macron, est en contradiction un petit peu avec celle de Mélenchon, qui est plus vieillotte, plus datée. C'est ça ma question. Au sein de chez vous également, l'écrémage est en train de se faire. Alors ça, c'est le petit storytelling, mais en fait, en réalité, ce qui se passe chez nous... C'est pas un petit storytelling, c'est ce qu'on nous raconte quand on parle avec les gens de chez vous, hors caméra, hors micro. Je pense que si vous assistiez notamment à nos réunions internes, et la première desquelles la réunion de groupe du groupe parlementaire, vous verriez que cela ne se vérifie pas. Non, ce qui se passe clairement, c'est qu'au sein de ce groupe, c'est vrai, on a commencé avec une élection présidentielle dans laquelle beaucoup de gens disaient on voit principalement toujours les mêmes têtes. Et ces mêmes têtes sont satisfaites aujourd'hui de voir que l'étau s'est desserré et qu'on a plus d'émetteurs. Et je vous préviens, les séquences qui arrivent, notamment les européennes, vont faire que ce socle d'émetteurs va encore s'élargir. En réalité, aujourd'hui, si on prend juste le groupe parlementaire, on a un magnifique jeu de cartes de 17 parlementaires au profil différent, dont l'immense majorité n'avait jamais été parlementaire et qui sont autant d'émetteurs avec des styles différents. Votre enjeu, donc, c'est à la fois d'être capable d'attirer des nouvelles personnalités ou de faire que des gens comme vous commencent à prendre aussi des postes et des mandats plus importants. La mairie de Lille, par exemple, est-ce que ça vous intéresse ? Comme c'est original. La mairie de Lille, la mairie de Lille, je l'ai dit 1000 fois, nous intéresse pour la France insoumise compte tenu des positions acquises. Après, la question de ma place dans le dispositif reste à régler à cette heure. On a 1000 options et il y en a plein des comme moi qui sont disponibles par ailleurs. Oui. Merci Adrien Quatennens, député de la France insoumise. Vous étiez l'invité ce matin de Sud Radio.